Bonjour, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, on va parler ensemble de la candidature et je vais vous transmettre beaucoup de conseils pour que vos candidatures soient les plus efficaces possibles. Mais surtout, eh bien, je vais répondre à des questions que vous vous posez. Et pour ça, eh bien, je ne vais pas être toute seule puisqu'il y a quelques jours, j'ai proposé de venir me rejoindre pour un échange et c'est comme ça qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai la chance d'être accompagnée. Donc, avant d'aller plus loin, on va faire les présentations pour que vous sachiez qui est avec moi aujourd'hui. Alors, avec moi, il y a Elisabeth. Elisabeth, ça va? Bonjour, oui, très bien, merci. Elisabeth, tu es d'où? Alors, je suis sur Montlhéry, en région parisienne. D'accord. Et toi, tu te positionnes sur quel poste? Quel métier? Un poste de chef de service éducatif, de préférence en CDI. De préférence en CDI. Ça marche. Merci, Elisabeth. Avec nous également, Natacha. Natacha, ça va? Bonjour. Bonjour tout le monde. Natacha, tu es où, toi? Moi, je suis à la Ferté-sous-Jouarre, C'est dans quelle région, ça? dans le 77, en Seine-et-Marne. 77. Ok. Et toi, tu te positionnes sur quel poste? Je suis en reconversion professionnelle, gestionnaire locatif. Reconversion professionnelle, gestionnaire locatif. Ok. Avant, tu faisais quoi? J'étais assistante administrative. Assistante administrative. Ok, ça marche. Merci, Natacha. Également avec nous, Eladj. Eladj, ça va? Oui, bonjour, Tissam. Rebonjour. Moi, je vous appelle d'Agadez au Niger. Hein. Je suis au Niger, à Agadez. Au Niger, super. Merci d'être avec nous, Eladj. Et alors, toi, tu cherches quoi? Ben, je suis déjà assistant technique d'ingénieur. Je me prépare pour une alternance. Et ça fait quasiment 1 an que je cherche une alternance. Ça n'a pas abouti jusque-là. Ok, ben on va voir ça ensemble par rapport à la candidature. Également avec nous, Linda. Oui, bonjour à tous. Oui, c'est Linda. Oui, ça va, et vous? Ça va, merci Linda. Linda, tu nous appelles d'où, toi? De la France, je suis exactement à Romainville, 93. 93, d'accord. Et toi, tu cherches quoi? Moi, je suis ingénieure d'État en statistique et je cherche un poste administrateur et tout dans le domaine des statistiques. Une statisticienne. Statisticienne, ok, ça marche. Merci beaucoup à tous pour ces présentations. Donc, on vous entendra encore au fil de cet échange, bien sûr, pour rebondir sur vos questions. Alors, maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet pour parler de la candidature. Et avant toute chose, eh bien moi, j'ai envie de vous parler des objectifs de la candidature. Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous écrivez, eh bien, vous ne saurez pas trouver les bons arguments. Donc ça, c'est une question que finalement peu de candidats se posent. C'est vrai qu'ils partent tout de suite sur l'offre d'emploi, répondre à l'offre d'emploi, mais il faut se demander déjà à quoi elle va servir votre candidature et clairement, hein, quelles sont les attentes côté recruteur. Est-ce que vous en avez une petite idée comme ça, vraiment des objectifs de la candidature? Oui, bon, la plupart, hein, moi, je pense que l'objectif, c'est clair, c'est d'aller vraiment vers les entreprises qui disposent vraiment du métier d'abord et puis aussi de la disponibilité des postes. Mais c'est très compliqué pour le métier, par exemple, que moi, j'exerce apparemment. Alors toi, là, tu es sur les candidatures, les offres disponibles. C'est surtout ça, toi, ce que tu me dis dans ta difficulté. Moi, je suis pas exactement là-dessus quand je vous parle des objectifs. Moi, quand je dis objectif, votre candidature, elle doit servir à quoi du côté du recruteur, à votre avis? Présenter. Présenter, ouais. Quoi d'autre? À décrocher un entretien déjà. Ah, ça, c'est l'objectif. Oui, mais ça, c'est pour toi, en tant que candidate. Et que ça convient. Ah ouais. Si ça convient aux missions qui demandent le recruteur aussi. Ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est une simple question, mais elle n'est pas facile. Hein. Alors, moi, je vois vraiment 3 grands objectifs de la candidature. Côté recruteur, encore une fois. Hein. Premier objectif, c'est montrer au recruteur que vous avez les compétences qu'il recherche. Parce que pour que le recruteur il a envie de vous recevoir, il doit se dire, OK, cette personne, ce profil-là correspond déjà dans les grandes lignes à ce que je recherche, aux compétences dont j'ai besoin dans mon entreprise. Première chose. Deuxième critère qui est recherché côté recruteur, c'est la motivation. Mais attention, la motivation à la fois pour le poste et à la fois pour l'entreprise. La plupart des candidats essayent de faire ressortir la motivation pour le poste. Ils oublient la motivation pour l'entreprise. Donc si vous faites ça, très clairement, déjà, vous allez vous démarquer. Juste en 2 mots, moi j'ai envie de vous dire que quand un recruteur perçoit la motivation chez un candidat, le recruteur il va se dire que si le candidat est motivé,
c'est qu'il va s'intéresser, c'est qu'il va s'impliquer dans le poste à pourvoir. Clairement, hein, si vous n'êtes pas de manière générale, hein, quand on n'est pas motivé par quelque chose, bah, on va plutôt avoir tendance à traîner un peu les pieds, y aller avec moins d'enthousiasme. Pour le travail, c'est pareil. Donc, si le travail vous motive, vous stimule, vous allez y aller vraiment avec enthousiasme, avec énergie, en fait, et vous allez vous impliquer. Et c'est ça, finalement, que va penser le recruteur. Donc, la motivation, c'est essentiel. Et il y a encore une chose qui est, à mon sens, très, très souvent oubliée par les candidats, c'est la réflexion que vous avez eue sur l'offre d'emploi ou l'offre d'alternance, par exemple. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie, que vous avez souhaité vous positionner sur cette offre et également dans cette entreprise-là. Qu'est-ce qui a fait que dans votre parcours, vous avez fait des choix qui vous amènent à vous positionner aujourd'hui sur cette offre et dans cette entreprise-là. Donc, c'est vraiment expliquer votre choix de candidature. Et là, le recruteur, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir que vous n'avez pas forcément fait des candidatures en masse, 112 candidatures, et là, message. Oui. Mais ça, les recruteurs, ils le voient. Hein. Je te le dis tout de suite, parce que les candidatures comme ça qui sont envoyées en masse, ça se voit tout de suite que c'est des candidatures qui ne sont pas forcément personnalisées. Eladj, tu vas me dire si je me trompe, mais j'imagine pas que tu as personnalisé tes 112 candidatures. Que tu les as adaptées chacune. La plupart. Ouais. La plupart, quoi, tu dis? Au contexte. Au contexte. J'ai dit, j'ai essayé de personnaliser. La plupart, elles sont personnalisées. Mais personnalisées, est-ce que tu as parlé directement de l'entreprise, de pourquoi elle t'intéresse, de ce que tu veux faire dans l'entreprise, de comment tu vois la suite, de pourquoi tu t'es positionné là-bas? À chaque fois? À chaque fois, je vous garantis, à chaque fois je le fais. Mais je vais vous envoyer quelques lettres de motivation qui sont personnalisées. Vous serez surprise. Je te félicite pour ta persévérance. C'est exactement ça qu'il faut faire. Mais clairement, comme je vous le disais, ça se voit une lettre de motivation qui n'est pas personnalisée. Et tout de suite, le recruteur, en fait, il va voir que vous envoyez potentiellement la même à chaque entreprise sans forcément définir, cibler une entreprise en particulier. Et quand vous faites ça, justement, quand vous personnalisez la candidature au point qu'on se dise « oui, cette candidature, elle est que pour nous, que pour notre entreprise », ça montre un effort supplémentaire et donc une motivation et un intérêt supplémentaire. Et c'est aussi comme ça que vous allez vous démarquer et intéresser le recruteur. Donc vraiment, 3 objectifs dans votre candidature qu'il faut montrer au recruteur, c'est vos compétences pour le poste, c'est votre motivation et c'est la réflexion que vous avez eue qui vous a poussé justement à vous positionner et sur ce poste et dans cette entreprise-là. Ça, c'est pour les objectifs généraux qu'il faut essayer vraiment de viser, de cibler quand vous candidatez. Alors, je fais une toute petite parenthèse. Je crois que Eladj, c'est de ton côté, j'ai un écho, il me semble. Je te demande juste de couper ton micro, puis tu le rallumes à chaque fois que tu veux parler. Ah, j'ai plus d'écho. Merci beaucoup, Eladj. Alors, maintenant qu'on a parlé des objectifs, on va voir ensemble ce qu'on écrit dans la candidature. Mais je voudrais vraiment insister sur un point rapidement juste avant ça, parce que quand on parle de candidature, moi, souvent, les candidats me disent « Ok, je vais travailler le CV et la lettre de motivation ». Eh bien, il y a un 3e élément dans la candidature qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est le mail de candidature. Le mail de candidature, il fait partie intégrante de votre candidature et c'est presque c'est pas le plus important finalement en termes de contenu, mais c'est celui qui va avoir un impact particulier parce que c'est le premier contact que vous allez avoir avec le recruteur. C'est-à-dire que la première chose qu'il va voir de votre candidature, c'est pas votre CV, c'est pas votre lettre, c'est votre mail. Donc il faut le soigner, ce mail de candidature, et il faut aussi qu'il soit pertinent. Donc on y reviendra pendant cet échange au mail de candidature. Et donc je vous rappelle que CV, lettre de motivation et mail, les 3 sont importants et les 3 sont complémentaires. Je vais commencer à vous parler du CV. Alors, le CV, il y a différents éléments qui sont essentiels et qu'il faut absolument faire apparaître dans le CV pour avoir un CV de qualité et donc un CV aussi qui va intéresser le recruteur. L'objectif, c'est que le recruteur il reste sur votre candidature et déjà il reste sur votre CV parce que il va commencer par votre CV entre le CV et la lettre. Donc, il faut qu'il reste dessus absolument. Et le premier élément qu'il faut absolument mentionner qui sera le plus visible, c'est le titre. Moi, je vois beaucoup de CV qui n'ont pas de titre. Le titre, il a une fonction bien précise, même une double fonction, c'est être clair sur quel métier vous vous positionnez. Il faut que le recruteur, tout de suite, il puisse identifier, cette personne recherche un poste pour tel métier, moi aussi, ok, je continue. Les CV,
moi j'en vois plein, qui n'ont pas un titre qui correspond à l'offre d'emploi. Le recruteur, qu'est-ce qu'il va se dire? Bon, bah, ce que je cherche, c'est pas ce que la personne recherche, je passe. Et pire encore, les CV qui n'ont pas de titre. Les CV qui n'ont pas de titre, c'est des CV, dès qu'on les prend, au premier coup d'œil, on ne voit pas sur quoi la personne se positionne. Donc là, il y a des recruteurs qui vont passer. Et il y a des recruteurs qui vont analyser très rapidement que c'est un CV général, ce qu'on va appeler un CV bateau, qui va être envoyé pour des tas de candidatures qui ne sont pas forcément pour le même poste, pas forcément pour le même métier. Les recruteurs ont l'habitude de ça. C'est pour ça que il y a des recruteurs qui passent sur ces candidatures-là, qui ne les consultent même pas, parce que faut se dire qu'un recruteur, parfois, pour une offre, il reçoit des dizaines, voire des centaines de candidatures. Donc oui, ça semble peut-être de votre côté aberrant de se dire, mais les recruteurs passent très très vite sur les candidatures, mais c'est aussi au regard de la quantité de candidatures qu'ils reçoivent parfois pour certains postes. Pas pour tous les postes, mais je vous assure que ça arrive. Et les recruteurs, euh, c'est leur quotidien de recevoir des candidatures. Donc ils ont le coup d'œil en quelques secondes, ils arrivent à détecter, ils ont un œil de lynx, ils arrivent à détecter finalement s'ils trouvent les éléments qui les intéressent. Et si d'entrée de jeu ils les trouvent pas, ils vont passer, ils vont aller sur une autre candidature. Donc il faut faire ressortir les éléments les plus pertinents tout de suite et ça passe par le titre. Donc le titre, c'est le métier sur lequel vous vous positionnez et s'il vous plaît, reprenez l'intitulé du poste qui se trouve dans l'offre. Parce que parfois, il y a des métiers qui ont des intitulés de postes différents. Et ben, pour être vraiment en adéquation totale avec l'offre sur laquelle vous vous positionnez, vous reprenez l'intitulé du poste tel qu'il est écrit dans l'offre d'emploi. Et le titre, il faut se dire, c'est un peu comme un titre de livre. Quand vous êtes dans une librairie, vous voyez des livres, la première chose que vous voyez qui vous interpelle, ça va être le titre. Et bien, dans votre CV, ça doit être pareil. Et je disais, il y a une double fonction, c'est aussi par rapport aux robots qui vont présélectionner tous les algorithmes, et ça, je reparlerai un petit peu plus tard, mais les algorithmes, bien sûr qu'ils vont détecter votre titre. Donc, si votre titre, c'est le même que sur l'offre d'emploi, eh bien, ok, super, l'algorithme, déjà, il repère ça dans votre candidature. Donc, il faut absolument vraiment mettre ce titre et le même titre que dans l'offre d'emploi. J'en viens maintenant à l'accroche. L'accroche, donc c'est un très court paragraphe sous le titre. C'est le seul endroit du CV où vous allez développer. C'est-à-dire que le CV, c'est plein de mots-clés. Bah là, dans l'accroche, vous pouvez développer un petit peu. C'est-à-dire que vous pouvez écrire des phrases. Mais vraiment, ça doit être très court. Donc l'accroche, l'objectif premier, c'est de faire ressortir votre motivation et déjà de vous démarquer dans l'accroche. Votre motivation et votre personnalité. Et ça fait écho. Alors, je vais développer un petit peu, mais ça fait écho à une question d'Elisabeth. Mieux montrer sa motivation, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Tu me disais comment on fait dans une candidature pour bien montrer sa motivation. Bah là, on est sur le CV. Bah, ta motivation, tu vas pouvoir déjà la faire ressortir, la mettre en relief dans ton accroche. Si d'entrée de jeu, tu mets quelques mots sur qu'est-ce qui te pousse à vouloir te positionner sur ce métier-là, sur ce poste-là, dans cette entreprise-là, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'étape où tu en es dans ton parcours professionnel, tu as envie de ça aujourd'hui, eh bien tout de suite, tu vas déjà faire ressortir des arguments positifs et des arguments pertinents. Et si vraiment d'entrée de jeu, le recruteur, déjà dans ton CV, il sent de la motivation, alors que généralement, bah, il va plus la ressentir dans la lettre de motivation, puisque la lettre de motivation s'est développée, eh bien déjà, tu marques des points. Et en plus, donc ça veut dire que tu intéresses le recruteur. Et en plus, encore une fois, en mettant une accroche, vous mettez forcément des mots-clés de votre métier. Et donc, encore une fois, c'est bon pour les algorithmes. Ça veut dire que les algorithmes, ils vont repérer ces mots-clés-là. J'expliquerai encore une fois après vraiment comment, dans les grandes lignes, fonctionnent les algorithmes. Ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'était pour l'accroche. Maintenant, j'en viens aux compétences. Alors, les compétences, bien sûr que, on se l'est dit, hein, c'est un des grands objectifs de votre candidature, montrer que vous avez les compétences pour le poste. Et donc, pour que le recruteur puisse les repérer d'entrée de jeu, parce que ça va être la principale chose qui va l'intéresser déjà dans votre CV, est-ce que vous avez les compétences pour le poste? Eh bien, ce paragraphe, il doit arriver en premier. Ça doit être la première chose qu'on doit voir. Et je vous rappelle que les compétences, c'est 3 types de compétences en fait. C'est 3 catégories de compétences. Ce sont les savoirs, donc les connaissances théoriques que vous avez apprises pour savoir exécuter votre métier. Ce sont aussi les savoir-faire, donc là c'est toute la pratique que vous avez dans votre métier. Et ce sont aussi les savoir-être, donc les compétences comportementales, ce qu'on appelle aussi les soft skills. Donc c'est ces 3 catégories de compétences. Donc faites un mix entre ces 3 catégories de compétences. Attention, tombez pas dans l'excès. Moi, je vois des CV avec quasiment
une demi-page de compétences. Bah non. Non, parce que déjà, c'est trop. La première impression, c'est que c'est trop. Ensuite, ça veut dire que plus vous mettez aussi ces informations dans le CV, plus ce sera compliqué de faire une lettre qui ne répète pas votre CV. Et en plus, bah, si vous dites tout dans la candidature, qu'est-ce qui vous reste pour l'entretien? Alors que l'entretien, vous êtes censé encore apporter de la nouveauté. Donc ça, c'est pas pertinent et en plus, ça pourrait donner l'impression que, bah, peut-être vous grossissez un peu les choses, peut-être c'est de la prétention. J'ai envie de dire si vous mettez une demi-page de compétences, attention à ça. Donc il faut être mesuré aussi dans le nombre de compétences que vous mettez, que ce soit cohérent avec votre parcours, mais vraiment faites, une sélection des compétences principales pour le poste que vous visez. Le reste, dites-vous que vous aurez largement la place de le développer dans la lettre de motivation et en entretien. Et en plus, le recruteur, il saura aussi percevoir dans votre CV les autres compétences que vous n'avez peut-être pas mentionnées, mais que vous avez forcément mobilisées au fil de vos missions et de vos expériences. Donc, je fais un petit point rapide sur les algorithmes, parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Les algorithmes, ils sont programmés globalement, on va dire vraiment pour une explication simple, par le recruteur qui a défini quels mots-clés il voulait trouver. Qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qu'il veut trouver comme mots-clés? Sauf que si c'est le recruteur qui sélectionne tous les mots-clés à la main, ça va lui prendre un temps fou. Si c'est l'algorithme, c'est l'intelligence artificielle, ça va aller, mais vraiment des dizaines de fois, voire des centaines de fois plus vite qu'un humain. Donc, l'algorithme, son but, c'est de trouver les mots-clés que lui aura demandé le recruteur. Donc, les mots-clés, il va les trouver, comme je vous ai dit, dans votre titre, dans votre accroche, dans vos compétences et dans les autres paragraphes. Et puis, tous les CV vont avoir des mots-clés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les algorithmes vont aussi classer les candidatures, finalement, par ordre croissant, c'est-à-dire, ou décroissant d'ailleurs, c'est-à-dire quelle candidature a le plus de mots-clés. Et l'algorithme, il va placer ces candidatures-là en premier, celles qui ont le plus de mots-clés. Donc, non seulement il faut des mots-clés, mais il en faut un peu partout dans votre CV. Nous, on l'a dit déjà dans le titre, dans l'accroche, dans les compétences. Il en faut aussi dans les expériences, mais de toute façon, à partir du moment où vous notez vos expériences, les intitulés de vos postes, déjà, ça fait des mots-clés. Je vous expliquerai après comment enrichir ça encore. Dans vos formations, il y aura des mots-clés. Dans vos informations complémentaires, il y aura des mots-clés. Donc vraiment, les algorithmes, ils passent en revue tout le CV pour détecter les mots-clés, et puis ensuite combien de mots-clés. Et les CV qui ont le plus de mots-clés, hop, il les fait passer au recruteur. Donc ça, c'est vraiment pour l'explication générale des algorithmes. Pour info, il faut savoir que je viens de publier un article sur mon site internet justement sur les algorithmes, comment ils sélectionnent les CV. Donc si vous voulez aller voir, vous aurez un petit peu plus d'informations. Donc on a parlé titre, accroche, compétences. J'en arrive à l'expérience, donc le paragraphe qui arrive en dessous des compétences. L'expérience, j'ai envie de dire, c'est peut-être un des paragraphes les plus simples à faire parce que c'est vraiment des éléments factuels. Juste vous reportez les dates, les intitulés de poste, également vous mentionnez dans quelle entreprise vous avez travaillé, à quel endroit c'était. C'est assez simple, mais vous pouvez enrichir ça. Comment? Eh bien, en ajoutant notamment des chiffres. Des chiffres, parce que les chiffres, ça permet de voir vraiment, d'identifier l'ampleur de votre travail, tout ce que vous avez pu mobiliser. Et les chiffres, ça va vous différencier des autres candidats qui auront juste mis les intitulés de poste. Donc des chiffres par rapport à quoi? Si par exemple vous accompagnez du public, ça peut être le nombre de personnes que vous avez accompagnées. Si par exemple vous avez eu, je sais pas, plein de dossiers à gérer, le nombre de dossiers que vous avez eu à gérer. Si par exemple vous êtes dans un métier où il faut traiter des données, peut-être le nombre de données. Si vous êtes un métier plutôt à, on va dire, à tendance commerciale, eh bien, peut-être le chiffre d'affaires que vous avez atteint. Vous pouvez mentionner également des missions qu'on vous a confiées, des objectifs, les objectifs qu'on vous a confiés, les objectifs peut-être même que vous avez atteints ou dépassés. Donc tout ça, ça va donner des informations précises pour vous démarquer et aussi des informations qui vont être captées par les algorithmes. Et juste comme je parle encore des algorithmes, attention, dans les paragraphes expérience des CV, moi je vois de plus en plus de candidats qui mettent des logos, notamment les logos des entreprises. Ça marche pas avec les algorithmes. Les algorithmes, ils vont pas pouvoir repérer ça, ils vont pas bien identifier ça. Et en plus, c'est lourd, les logos, ça va alourdir votre document, votre CV, et ça peut générer des difficultés de téléchargement du côté du recruteur. Donc vraiment les logos, les pictogrammes, tout ça, moi je vous déconseille dans les CV. Alors Elisabeth, je reviens vers toi, je vois que tu as une main levée, dis-nous tout. Oui, alors moi j'ai deux questions. Est-ce que les algorithmes analysent également les lettres? Alors généralement c'est beaucoup plus utilisé pour les CV.
Je te dis pas que c'est jamais fait pour les lettres de motivation, c'est tout à fait possible puisque de toute façon, c'est le même principe, c'est, trouver, détecter les mots-clés. Mais dans la logique, et on le verra après dans la lettre de motivation, quand on va en parler, dans ta lettre de motivation, il y aura aussi plein de mots-clés. Parce que de toute façon, c'est le prolongement du CV, donc il y a forcément plein de mots-clés. Mais la plupart du temps, c'est beaucoup plus utilisé pour les CV. D'accord. Et la deuxième question, c'est sur la question du CV, vous avez dit qu'il fallait éviter les logos, etc. En fait, moi sur mon CV, je mets un raccourci YouTube parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas une formation que j'ai pu faire dans le cadre de ma formation continue. Et pour qu'ils évitent de perdre du temps à aller chercher, je mets directement, ils ont qu'à cliquer dessus et ça ouvre le. Eh ben, c'est pas pareil. Un lien, c'est pas lourd comme un logo ou comme une vidéo, par D'accord. exemple. Tu peux. Après, il faut juste t'assurer que ton lien, il est cliquable. C'est-à-dire, quand on reçoit ta candidature, on arrive à cliquer dessus. Faut pas faire un copier-coller. Faut juste t'assurer de ça. D'accord. J'en arrive à présent au paragraphe formation, donc en dessous d'expérience. Donc formation, clairement, ça se passe de la même manière que le paragraphe expérience. Vous mettez vos dates, les intitulés de formation, les noms des établissements et où ça se situait. Juste une précision, moi je vous conseille, autant pour l'expérience que les formations, mettez les intitulés de poste et de formation en gras. Comme ça ressort plus, c'est beaucoup plus visible et c'est vrai que je vous ai beaucoup parlé des algorithmes, mais il n'y a pas que les algorithmes, il y a aussi les recruteurs en vrai, en chair et en os qui font des lectures et des sélections de CV et dans ces cas-là, ça va beaucoup plus attirer l'œil de voir les intitulés de poste et de formation en gras. Et l'objectif, c'est vraiment de faire ressortir le plus vite possible les informations pertinentes quand c'est un recruteur en chair et en os qui prend les candidatures. Et donc, en faisant ça, eh bien, vous ferez ressortir des éléments déjà pertinents. Et le recruteur, tout de suite, il va se dire, OK, cette personne, elle a fait des missions qui m'intéressent, elle a un parcours qui m'intéresse. Petite astuce également pour le paragraphe formation, c'est-à-dire pour vous démarquer encore et pas s'en tenir juste à le nom de la formation, l'établissement et la ville. Ce que vous pouvez ajouter aussi, c'est si par exemple vous avez eu à faire des mémoires, des sujets d'études, des travaux pratiques, des travaux dirigés par exemple, certains projets, parce que ça permet de voir sur quoi vous vous êtes déjà investi, sur quoi vous avez déjà travaillé et réfléchi. C'est intéressant pour le recruteur de voir aussi ce qui vous a intéressé intellectuellement et ce que peut-être vous avez développé comme compétence qui pourrait être réutilisé, mis à profit pour le poste que vous convoitez aujourd'hui. Donc en faisant ça, vous allez encore une fois vous démarquer des autres candidats. Et en plus, vous allez rajouter encore une fois des mots-clés. Donc c'est intéressant. Donc ça, c'était pour le paragraphe formation. On a presque fini de parler du CV. J'en arrive au paragraphe information complémentaire. Alors, information complémentaire, moi, on me demande souvent, mais est-ce que c'est utile de mettre des informations complémentaires, notamment des loisirs? Il y a beaucoup de personnes qui doutent de ça. Ben, moi, je vais vous dire, oui, mettez des informations complémentaires. Alors, c'est pas que les loisirs, ça peut être les langues, ça peut être la maîtrise de l'informatique, ça peut être une activité ou des activités pour lesquelles vous vous investissez en dehors du travail, que ce soit une association, que ce soit un engagement peut-être dans votre quartier, ou peu importe l'engagement finalement ou l'activité, parce que en fait, ce qui est intéressant côté recruteur, c'est que ça va montrer des compétences que vous développez ailleurs, dans un autre environnement, et que vous pouvez réutiliser, même d'une autre manière, dans un contexte professionnel, et notamment au niveau des savoir-être. Donc ça peut être l'entraide, la solidarité, ça peut être la communication, ça peut être vraiment plein de choses que vous utilisez par rapport à cette activité extra-professionnelle et qui peut être vraiment mis à profit dans votre travail au quotidien finalement. Et ça en dit un petit peu plus aussi sur votre personnalité. Tout ce qui est un peu sport, pratique sportive, c'est intéressant aussi parce que ça montre que déjà vous entretenez votre condition Motivation. physique. Tu dis quoi, Linda? Motivation de la personne. Motivation, ça peut être de la passion, ça peut être de l'envie. Ouais, motivation aussi, parce que c'est vrai que parfois on peut avoir la flemme d'aller d'aller au sport, par exemple. Mais également, ça va montrer que vous avez une ouverture vers les autres. Vous allez vers les autres. Vous allez vers quelque chose qui va demander de la persévérance aussi, parce que le sport, souvent, ça demande de la persévérance. Ça travaille le mental, ça travaille l'état d'esprit et tout ça, c'est bon aussi, pour, on va dire la sphère professionnelle parce que d'une manière ou d'une autre, vous allez le réutiliser. Quelqu'un qui fait du sport collectif,
forcément que ça va avoir des répercussions positives sur le travail, quand c'est un travail d'équipe, par exemple. Quelqu'un qui fait un sport individuel, ça travaille aussi la concentration, les sports individuels, la persévérance aussi. Bah, bien sûr que ça peut vous servir au travail. Donc, c'est intéressant aussi côté recruteur. Alors là, je parle vraiment en général. Je sais qu'il y a des recruteurs qui ne regardent pas ces informations-là, mais il y a aussi beaucoup de recruteurs qui s'y intéressent. Et moi, je vous conseille vraiment de les mettre, ne serait-ce que pour les compétences que ça fait ressortir en plus. Et encore une fois, c'est comme ça que vous vous démarquez des autres candidats, parce que vos informations complémentaires, c'est pas les mêmes que les autres, alors que peut-être dans votre parcours, vous avez plusieurs missions communes avec les autres candidats. Donc, vous allez aussi vous démarquer comme ça. Donc ça, c'était vraiment pour les informations à mentionner dans le CV. On est sur la candidature en général, donc maintenant je passe à la lettre de motivation. La lettre de motivation, moi je vois au moins deux grandes difficultés. C'est déjà de ne pas répéter le CV, et ça c'est pas facile, forcément. Et c'est aussi de réussir à faire ressortir ses atouts et sa motivation. Et là, j'en viens encore à une question d'Elisabeth. Tu te souviens, Elisabeth, sur les points forts? Alors, comment répondre comment on met les points forts de son profil, en fait, comment on les met Comment on en les met avant. en avant, ouais, ces points Ouais. forts. Ben, justement, tu vas pouvoir d'autant plus les faire ressortir dans la lettre de motivation, puisque la lettre de motivation, bah, vous allez pouvoir détailler, vous allez pouvoir développer. Et là encore, vous allez vous démarquer des autres candidats, si vous le faites bien, mais je vais vous expliquer comment bien le faire. Donc, j'en viens déjà à la structure de la lettre de motivation. On va commencer par là, parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. La structure de la lettre de motivation, il faut l'envisager comme une lettre classique, c'est-à-dire déjà en haut à gauche, vos coordonnées. Donc quand je dis les coordonnées, ça veut dire bien sûr le prénom, le nom, ou dans le sens inverse si vous voulez. Mettez bien votre nom en majuscule, votre prénom en minuscule, avec juste la première lettre en majuscule. Comme ça, le recruteur, tout de suite, il identifie où est le nom, où est le prénom. Pour certaines personnes, c'est facile, pour d'autres, c'est pas évident. Donc faites ça, comme ça déjà, le recruteur, il va pas dire: «Mince, si je contacte cette personne, comment je l'appelle? Où est son prénom? Où est son nom?» Déjà, ça crée un petit malaise. Donc vous évitez ça avec les majuscules, les minuscules. Et puis, il faut mettre, votre, adresse pour que le recruteur arrive à vous situer géographiquement, même si alors par exemple pour El Hadj, toi, l'objectif, c'est que tu trouves une alternance qui soit pas forcément proche de chez toi. Ça, il va falloir tout de suite le stipuler dans la candidature. Je sais que tu le fais déjà, mais donc c'est pas impactant si tu mets ton adresse, si tu expliques bien dans ta candidature que toi, tu as un pied-à-terre à tel endroit et que c'est pour ça que tu te positionnes à tel endroit. Si tu as déjà l'adresse de là où tu vas être, bah, tu peux mettre l'adresse de là où tu vas être. Mais il y a un moment donné, il faut être cohérent parce que si on te propose dans 2 jours un entretien, tu ne pourras pas forcément y aller. Donc moi, je te conseille, tu mets ton adresse, tu précises quelle sera ton adresse future pour ton alternance et puis tu expliques ça aussi dans ta candidature. Comme ça, tu lèves toute ambiguïté. Oui, je crois aussi l'une des difficultés pour moi, effectivement, il s'agit de cette distance-là, puisque être au Niger, vouloir une alternance en France, aussi c'est une complexité. Hein. Je crois que ça joue aussi dans les retours que je n'ai pas et tout ce qui s'ensuit, quoi. Ça, j'en suis convaincue, Elad. C'est pour ça que toi, d'entrée de jeu, dans l'accroche de ton CV, il faut expliquer que tu vas être en France, que ça fait partie de ton projet, que ça fait partie de ta démarche et que c'est pour ça que tu cherches ton alternance en France, que c'est pour ça que tu te positionnes en France, que tu as déjà tout prévu, tout planifié, tu sais exactement quelle sera ton adresse pour toute la durée de ton alternance. Il faut être clair là-dessus. Tout à fait. Je te laisse recouper ton micro à cause de l'écho, s'il te plaît. Merci. Et pour les coordonnées de la lettre de motivation, en plus de votre nom, votre prénom, votre adresse, il faut mettre votre numéro de téléphone, bien sûr, pour qu'on vous contacte. Pensez bien juste à séparer les nombres 06, espace et puis les autres chiffres. Moi, j'ai vu des recruteurs qui se trompaient dans la composition du numéro, qui appelaient quelqu'un, du coup, c'était pas la bonne personne, c'était pas le candidat, et qui me disaient, le candidat m'a pas répondu. Et le candidat me soutenait que le recruteur l'avait jamais appelé juste parce qu'il y avait une erreur dans la composition du numéro. Donc, espacez bien les chiffres, ça c'est pour la petite astuce. Et puis, mettez votre adresse mail. J'insiste sur le côté professionnel de l'adresse mail, une adresse mail qui fasse professionnelle en tous les cas. Elle fait apparaître votre nom, votre prénom. Après, peu importe ce qu'il y a derrière arrobase, mais votre nom, votre prénom. Pas de surnom, évitez au maximum quand c'est possible les chiffres, mais vraiment une adresse qui permette de vous identifier. Parce que déjà, de une, ça fait plus professionnel,
Et en plus, ça vous évitera de vous retrouver dans les spams. Moi, je vois beaucoup d'adresses mail pour des candidatures qui ont des surnoms ou qui intègrent des noms d'oiseaux, d'animaux, je ne sais quoi. Ça fait pas pro. Et en plus, ça va dans les spams, bien souvent, les courriers indésirables. Linda, t'as une question ou pas? Parce que t'as la main levée. Non, t'as pas de question? Ok, ben je continue. Donc ça suffit pour les coordonnées. Alors, moi, je vois aussi dans les candidatures, souvent des candidats qui mettent 2 numéros de téléphone. Bah, 2 numéros de téléphone, si vous faites ça, sur lequel on vous appelle, donc bah, faut choisir. Le recruteur appellera peut-être pas forcément sur les 2. Le recruteur, ce qu'il veut, c'est réussir, s'il est intéressé par votre candidature, c'est réussir à vous joindre tout de suite. Donc un seul numéro, le numéro sur lequel vous êtes le plus joignable. Ça évitera aussi, par exemple, si vous mettez un numéro de fixe, qu'on tombe sur quelqu'un d'autre, parce que ça peut créer des situations très compliquées. Et puis, si vous n'êtes pas disponible pour répondre, ça arrive, ce n'est pas grave. C'est le cas pour tout le monde, c'est le cas également pour le recruteur. Peut-être vous allez l'appeler, il ne sera pas disponible. Il faut juste que vous ayez un message répondeur qui soit adapté à potentiellement un échange avec le recruteur. Donc quelque chose de très sobre, ça ira bien. Vous êtes sur le répondeur de telle personne, je ne peux pas vous répondre, laissez-moi un message, je vous rappellerai dès que possible. Ça suffit largement. Il faut juste que ça fasse, encore une fois, professionnel et que ce soit sobre. Elisabeth, tu as une question? Oui, sur la phrase d'accroche, moi, ça m'est arrivé de la mettre sur la lettre. Bah, la lettre, c'est déjà le lieu où tu vas développer. Donc, on va le voir après, hein, pour le premier paragraphe qui vise aussi à accrocher, mais une accroche, quand on parle d'accroche, ça correspond au CV. La lettre de motivation, elle a aussi ses paragraphes avec les différentes fonctions des paragraphes. Je vais l'aborder dans quelques secondes. Mais la phrase d'accroche, c'est pour le CV. Donc, certains candidats me disent c'est redondant, la phrase d'accroche avec la lettre de motivation. Le but, c'est que ça dise pas la même chose. Sinon, dans ce cas-là, oui, c'est redondant. Le but, c'est qu'à chaque fois, ça apporte des informations nouvelles et que ça transmette un message qui soit positif, qui soit impactant, qui dénote de l'énergie, qui dénote de l'envie, de la motivation. Donc, je vais rebondir là-dessus, sur ce que tu me dis, Elisabeth, dès que je vais aborder vraiment le contenu de la lettre. De toute façon, j'y suis presque. Juste, encore une chose, mettez bien la date à laquelle vous avez postulé. Donc là, on est plutôt en haut à droite, la date et la ville. La date parce que ça permet aux recruteurs de savoir quand est-ce que vous postulez. Il y a des recruteurs qui aiment bien voir, bah tiens, est-ce que ce candidat a postulé très tôt quand j'ai fait paraître l'offre? Et puis, il y a des recruteurs aussi, je dis pas que c'est tous les recruteurs, hein, mais il y a des recruteurs, ce qu'ils font, quand ils reçoivent des candidatures, eh bien, ils décident de traiter par ordre d'arrivée. Donc, les candidatures qui sont arrivées en premier vont les traiter en premier, par exemple. Donc voilà, ça peut être une information intéressante pour un recruteur. Ensuite, mettez bien l'objet, c'est-à-dire ce pourquoi vous postulez. Donc, candidature au poste 2. S'il y a un numéro d'offre, vous rajoutez le numéro d'offre. Si, par exemple, comme elle a c'est une alternance, tu précises que c'est pour de l'alternance, tu précises les dates de ton alternance, très important. Mais il faut être clair sur pourquoi vous candidatez, tout simplement parce que votre mail, parfois, il va arriver sur une boîte mail générique. Donc, il y a quelqu'un, par exemple, à l'accueil, qui va être chargé de traiter les mails pour pouvoir après les diriger vers les bons services, vers la bonne personne. Donc, il faut que dans vos pièces jointes aussi, on puisse voir tout de suite pourquoi vous envoyez un courrier, un courriel, et qu'on puisse adresser ça à la bonne personne. Donc, c'est important de bien préciser l'objet. J'en arrive maintenant au corps de la lettre de motivation. Donc, après le madame, monsieur, ou vraiment le nom de la personne si vous l'avez, le corps de la lettre de motivation, c'est 5 paragraphes. Alors, les 5 paragraphes, c'est quoi? On commence, le premier paragraphe, alors je disais tout à l'heure avec Elisabeth, il a un peu une fonction d'accroche. C'est-à-dire que tout de suite, il doit capter l'intérêt du recruteur. Et pour capter l'intérêt du recruteur, il va falloir essayer de lui dire autre chose que ce qu'il lit dans quasiment toutes les lettres de motivation. C'est suite à votre annonce parue sur tel site, je vous propose ma candidature au poste 2. Alors, c'est vrai que ça remplit aussi la fonction de reposer le contexte. Il faut que votre premier paragraphe, il repose le contexte. Mais c'est pas intéressant dit comme ça. Donc, pour que ça suscite plus d'intérêt et que ça donne envie aux recruteurs de rester sur votre lettre et de la lire et de se dire ah, cette personne, tiens, elle est pas comme les autres, elle écrit pas exactement comme les autres, tiens, ça m'intéresse. Pour provoquer cet effet-là, il faut amener un petit peu d'originalité aussi dans votre premier paragraphe. Donc, moi, ce que je conseille, c'est toujours de faire ressortir un ou deux arguments qui vous ont donné envie de postuler. On se disait tout à l'heure qu'un des objectifs de la lettre, enfin de la candidature même, c'est de faire ressortir ce qui vous a amené à postuler, ce qui vous a donné envie, ce qui a suscité l'intérêt aussi de votre côté. Et il faut que le recruteur il se rende compte de ça tout de suite.
que vous êtes intéressé. Et encore une fois, que c'est pas une candidature parmi des dizaines de candidatures identiques. Donc, faites un point là-dessus, c'est-à-dire un argument par rapport à votre intérêt pour le poste ou ce qui vous amène à vous positionner là-dessus aujourd'hui et un argument par rapport à l'entreprise. Et là, vous ferez clairement la différence. Et sur la base de ces deux arguments-là, vous pourrez finir votre premier paragraphe, qui va être très court du coup, par exemple, et c'est pour ça que je vous propose ma candidature à tel poste. Ou par exemple, mon intérêt pour ça, et par exemple telle expérience ou telle connaissance, ou voilà, vous voyez ce que vous mettez, m'amène à vous proposer ma candidature pour tel poste. Et du coup, c'est beaucoup moins basique, beaucoup moins standard, et tout de suite, ça fait la différence. Et comme forcément, votre lettre de motivation, on va commencer à la lire à partir du premier paragraphe, tout de suite, vous créez un impact positif. Ah, c'est pas pareil. Ah, c'est pas comme les autres candidats. Ah, tiens, c'est intéressant. Parce que justement, ce candidat, il n'a pas fait pareil. Et donc, ce candidat, il a fait un effort en plus pour amener un peu d'originalité et pour faire ressortir encore plus son envie, son intérêt, sa motivation et sa détermination. Et là, par exemple, je pense à toi qui est très en difficulté pour convaincre parce que tu n'es pas dans le pays sur lequel tu te positionnes, bah, fais-en une force de ça. C'est-à-dire que toi, tu es prêt à changer de pays pour aller au bout de ton objectif professionnel. Tu as tout planifié, donc amène-le plutôt dans ce sens-là, parce que c'est un sacré effort que tu vas faire aussi. D'aller dans un autre pays, c'est autre chose, c'est un autre climat déjà. Désolée pour toi, c'est un autre climat. C'est une autre culture, c'est plein de choses qui sont différentes. Et même si ça va t'apporter, parce que tu vas réaliser, tu vas concrétiser ton projet, ton rêve, mais ça te demande aussi des efforts, des concessions. Donc, fais-en une force. Fais valoir l'effort que tu fais, tellement tu es déterminé pour aller au bout de ton objectif. Tourne-le vraiment, formule-le vraiment comme ça. Donc ça, c'était pour le premier paragraphe. C'est vraiment une entrée en matière, c'est vraiment une introduction. On repose le contexte, ça doit être très court le premier paragraphe. Une phrase, deux phrases, grand maximum, pas plus. Hein. Deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe, c'est là où vous allez retracer un petit peu les compétences que vous avez développées dans votre parcours. Et vraiment, pour pas écrire la même chose que dans le CV, il faut développer. C'est-à-dire expliquer vraiment comment elles se traduisent vos compétences. Je prends un exemple que j'ai peut-être déjà pris, vous m'avez entendu le dire dans mes vidéos, mais il est parlant parce qu'il est beaucoup utilisé. Il y a beaucoup de gens qui disent je suis polyvalent. Ma polyvalence, patati patata, pour dire j'ai plein de compétences. Ok, sauf que déjà polyvalent, on ne sait pas quelles compétences vous mettez dedans. Donc si vous détaillez les compétences que vous avez développées, déjà vous sortez du terme polyvalent et vous développez le propos. Et puis, pour développer aussi, contextualiser. Expliquer comment, dans quel contexte vous avez développé ces compétences. Est-ce que vous les avez développées dans un environnement particulier, aux côtés de certains professionnels en particulier? Et chose très intéressante dans une lettre de motivation, montrez aussi comment vous avez mûri professionnellement. C'est-à-dire que quand vous avez commencé votre carrière professionnelle, et aujourd'hui, vous n'êtes plus les mêmes personnes. Vous avez peut-être plus de recul, vous avez peut-être une posture, une attitude différente dans certains contextes. Peut-être qu'aujourd'hui, vous gérez avec moins de stress, plus de sérénité certaines situations. Peut-être que vous êtes plus réactif, plus observateur, plus attentif à certains points de vigilance qui sont inhérents à votre métier. Bah oui, bah ça, c'est l'expérience en fait. Et c'est ça qu'il faut faire ressortir. Mon expérience m'a amené à développer ça, à être aujourd'hui plus comme ci, moins comme ça, à mieux savoir ça. C'est ça qui va intéresser un recruteur parce qu'au final, vos compétences, il les a dans votre CV, mais il n'a pas la trajectoire que vous avez pris. Il n'a pas vraiment ce cheminement que vous avez eu professionnellement. Et c'est ça qui va être intéressant de lui expliquer dans la lettre de motivation. Donc ça va être intéressant pour le recruteur et c'est comme ça que vous allez faire un paragraphe de qualité qui dit pas la même chose que dans votre CV, qui dit pas la même chose que les autres candidats. Parce que souvent les candidats n'arrivent pas à se détacher du CV et ils répètent la même chose. Donc si on lit deux fois la même chose, il y a une fois de trop. Il y a une fois où c'est plus intéressant comme la première fois en fait. Ça c'est pour le deuxième paragraphe, les compétences. Troisième paragraphe. Troisième paragraphe, il faut le considérer comme une rencontre entre vous et l'entreprise. C'est-à-dire que c'est le moment où vous allez vraiment mettre un peu la cerise sur le gâteau de votre candidature, où vous allez dire, bah, moi aujourd'hui, ce que j'attends, ce que je recherche dans mon futur métier, ou dans mon alternance, ou dans mon projet, c'est ça. Mettez déjà en relief vos attentes, parce que le recruteur, il veut aussi connaître vos attentes. Et souvent, c'est abordé en entretien, ou en tous les cas, le recruteur, il est attentif à ça en entretien, s'il ne l'a pas détecté avant. Et ça va être intéressant pour lui de le détecter avant pour se dire, bah tiens, cette personne, ce qu'elle attend, ce qu'elle recherche, c'est ce que le poste va proposer, c'est ce que l'entreprise veut proposer au prochain candidat. Donc comme ça, vous allez montrer l'adéquation.
entre vos attentes et ce que propose le poste. Et en plus, pour qu'il y ait aussi un intérêt du côté du recruteur, expliquez au recruteur ce que vous voulez apporter aujourd'hui dans votre projet, dans votre métier, dans votre future mission. Que le recruteur se rende compte aussi que ce que vous êtes prêt à donner, à apporter, bah, c'est ce dont il a besoin. Que ce soit peut-être de l'engagement dans l'entreprise, vraiment évoluer dans l'entreprise. Ça, c'est pertinent, par exemple, quand l'offre à pourvoir, elle est en CDI. Si c'est en CDI, ça veut dire que le recruteur, il a besoin de quelqu'un qui va rester, qui n'a pas envie de partir dans 2 ans. Si vous vous dites que, par exemple, vous souhaitez aujourd'hui intégrer une entreprise dans laquelle vous allez pouvoir durer, rester, évoluer de mission en mission, peut-être même monter en compétences et grandir avec l'entreprise, bah, ça correspond aussi à la recherche du recruteur, s'il recrute en CDI. Donc ça, c'est juste un exemple, mais c'est pour vous montrer qu'il faut aussi vous interroger sur l'entreprise, de quoi elle a besoin, qu'est-ce qu'elle recherche et qu'est-ce que j'ai moi qu'elle recherche. Donc ça, c'est le paragraphe numéro 3, ce que vous attendez et ce que vous pouvez apporter. Donc ce que l'entreprise aussi peut vous apporter et ce qu'elle va recevoir de vous. Ça va dans les deux sens, c'est vraiment un apport mutuel. Et c'est là où je dis qu'il y a une rencontre entre vous et le recruteur, c'est vraiment dans ce paragraphe-là que ça se concrétise. Donc ça, c'était le plus dur dans la lettre de motivation. Paragraphe 4, c'est facile, vous proposez un entretien. Paragraphe 5, c'est facile, c'est la formule de politesse. Vous prenez celle que vous voulez tant qu'elle est dans les standards. Ne mettez pas juste cordialement. Ça, c'est pas dans les standards de la lettre de motivation. Ça marche pour un email où c'est un format d'écriture beaucoup plus court. Dans la lettre de motivation, non, enfin un classique, mes respectueuses salutations, salutations distinguées. Vous voyez bien ce que vous mettez, mais il faut quelque chose de très formel comme ça. Elisabeth, je vois que tu as une main levée. Est-ce que tu as une question? Oui, en fait, il m'est arrivé qu'un employeur fasse le reproche, me fasse l'observation, disons, on va le dire comme ça, que mon CV ne décline pas tout ce que j'ai fait dans toute ma vie, parce que je n'ai pas été que dans le même secteur d'activité. Ouais. Alors, j'ai répondu que c'était un peu compliqué d'alourdir un CV d'éléments qui n'ont rien à voir avec le poste. Du coup, comme on me l'a dit 1 ou 2 fois, on me l'a pas dit souvent, mais on me l'a dit 1 ou 2 fois. Donc je voulais savoir s'il fallait alourdir le CV ou développer quelque chose au moment de la lettre ou ne pas le dire déjà dans l'entretien. Moi, je te conseille, et je conseille à tous, tout ce que vous avez fait doit apparaître dans votre CV. J'entends bien la difficulté que ça engendre en termes de taille du CV. Bah, j'ai envie de vous dire, quand vous avez plusieurs décennies de carrière derrière vous, c'est juste logique de ne pas arriver à tout faire tenir sur une page. Donc vous focalisez pas là-dessus. Si ça passe sur 2 pages, parce que ça fait déjà peut-être, je sais pas, 25, 30 ans que vous travaillez, pas de panique. Ce qui compte, c'est que le recruteur puisse se saisir de toutes les compétences que vous avez pu développer. Et donc, même si toi, tu as fait des missions, des expériences qui sont en lien avec ce sur quoi tu te positionnes aujourd'hui, ok, tu as les compétences directes, mais toutes les autres missions, elles t'ont permis de développer des compétences qui vont être complémentaires pour le poste que tu vises aujourd'hui. On en a parlé, tu vois, rien que dans les loisirs, on développe des compétences qui peuvent servir pour le travail. Alors imagine tes autres missions que tu as réalisées, bien sûr que ça va te servir, parce que tu vas les exploiter même naturellement, hein, sans essayer de les utiliser, tu vas le faire naturellement. Et en plus, c'est d'autant d'éléments qui vont te démarquer des autres candidats, parce que les autres candidats n'ont pas le même parcours que toi. Donc, mets-les, quitte à les mettre de manière condensée, les écrire de manière condensée, mais ça servira. Et ça peut faire l'objet d'une phrase dans ta lettre de motivation pour faire juste un petit point sur le fait que tes missions dans un autre secteur, tu nommeras le secteur, t'ont permis aussi de développer ces points-là, ces points-là. Le recruteur verra tout de suite que ça va être des éléments, des arguments pertinents au regard du métier sur lequel tu te positionnes. Et encore une fois, c'est des choses en plus que les autres candidats n'auront pas s'ils n'ont pas fait les mêmes métiers que toi. Donc, moi, je te conseille Mmh. vivement de le faire. OK, Et merci. prépare-toi à développer ça aussi dans l'entretien D'accord. pour apporter vraiment ce plus. Donc, on a dit les 5 paragraphes de la lettre de motivation. Dernière chose, la signature. Pensez bien à mettre une signature. Toute lettre, on la signe. La lettre de motivation, c'est pareil. Signature, en bas à droite. Je dis ça, ça peut peut-être surprendre, mais j'ai déjà vu des signatures en plein milieu. Non, non, on fait pas ça. Signature en bas à droite. Alors, quand c'est sur une lettre une lettre que vous allez envoyer par mail, vous écrivez juste votre nom et votre prénom, ça fera office de signature.
Alors, si vous voulez scanner votre signature, vous pouvez. Si vous le faites pas parce que soit vous savez pas, soit vous n'avez pas l'occasion, c'est pas grave, hein, votre nom et votre prénom font office de signature en bas à droite. Alors moi, on m'a déjà dit que ça pouvait être en bas à gauche. Enfin, je C'est pas continue à droite. facile et ça va je te conseille et ça va perdre en visibilité surtout. Parce que, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, que ce soit le recruteur ou même nous, il y a des choses qu'on est habitué à trouver à certains endroits. Par exemple, les coordonnées. Quand je vous dis en haut à gauche, moi j'ai déjà vu sur des CV des coordonnées qui sont par exemple en bas à droite. Eh ben, faut les chercher. Pourtant, c'est sur le même document, mais il faut les chercher, il faut faire un effort supplémentaire. Et il y a des recruteurs, comme je vous ai dit, s'ils reçoivent une centaine de candidatures pour la même offre, qui prendront pas même quelques secondes de plus pour aller chercher vos coordonnées. Ils les trouvent pas, bon bah il y a pas, allez, je passe au suivant. Parce que imaginez quand vous avez parfois juste 2 heures pour 100 candidatures, bah dès que vous trouvez pas l'info importante, hop, vous passez à l'autre quoi. C'est ça. Donc il faut toujours faciliter, la lisibilité des informations pour le recruteur. Donc pour ça, bah, faut les mettre aux endroits un peu classiques, comme les coordonnées, comme la signature. Vraiment, moi, je vous conseille. Donc ça, c'était pour, donc le contenu de la lettre de motivation et alors un point que j'ai pas abordé, que je vais aborder quand même, c'est la question du contrôle de référence. Alors le contrôle de référence, ça se fait de plus en plus, c'est-à-dire le recruteur qui vous demande s'il peut, contacter des personnes avec lesquelles vous avez déjà travaillé précédemment, pour faire un petit point avec elles. Alors je précise que déjà, le recruteur est censé vous demander l'autorisation de pratiquer le contrôle de référence. Il n'a pas le droit d'appeler juste comme ça des entreprises qu'il a vues sur votre CV où vous avez travaillé. Il doit vous demander l'autorisation. Ça, c'est une chose. Ensuite, le contrôle de référence ne permet pas au recruteur de poser toutes les questions qu'il a envie de poser. C'est des questions qui doivent vraiment être factuelles, qui doivent se baser sur, par exemple, les éléments que vous avez mis dans le CV. Tiens, telle personne, j'ai reçu telle personne en entretien, elle m'a indiqué sur son CV qu'elle avait travaillé chez vous à tel poste de telle date à telle date, est-ce que vous me confirmez? Ça, c'est des éléments très factuels. Par exemple, le recruteur va pas avoir le droit de demander est-ce que cette personne était beaucoup en arrêt maladie? Non, non, bien sûr que non. Donc vraiment des éléments factuels. Et puis, je rappelle une chose pour vous, c'est vous en fait qui donnez les coordonnées, les contacts. Donc au final, c'est vous qui choisissez quel contact vous donner. Et je sais qu'il y a vraiment beaucoup de candidats qui sont embêtés avec ce contrôle de référence parce que, par exemple, ils n'ont pas quitté en bon terme une ancienne entreprise ou parce qu'il y a eu une altercation avec un ancien directeur d'entreprise. Eh bien, quand je dis que c'est vous qui donnez les coordonnées, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous tirer une balle dans le pied à donner les coordonnées de quelqu'un avec qui ça s'est très mal fini, par exemple. Donc ça, évitez, parce que sinon vous mettez à mal votre candidature. Et puis en plus, un contrôle de référence, c'est pour échanger avec une personne qui vous a côtoyé dans un quotidien professionnel et qui a eu une position, on va dire, hiérarchique supérieure. Mais c'est pas forcément systématiquement le directeur de l'entreprise. Si par exemple, imaginons avec le directeur, je sais pas, ça s'est mal fini, mais par exemple, je sais pas, avec un chef d'équipe, un manager, ça se passait beaucoup mieux, donnez le contact du manager. C'est beaucoup plus pertinent pour vous, par exemple. Mais pensez toujours à prévenir la personne que vous donnez, dont vous donnez le contact pour le contrôle de référence. Que la personne soit prévenue, qu'elle soit pas étonnée quand elle reçoit l'appel et que vous puissiez lui dire déjà, est-ce que tu es d'accord si un recruteur t'appelle juste pour te poser 2-3 questions dans le cadre d'un contrôle de référence. Comme ça vous permettra aussi de vous assurer que la personne va dire des choses quand même positives sur vous et puis vous assurer aussi qu'elle n'a pas changé de coordonnées. Parce que si vous donnez un numéro qui n'est plus le bon, ça peut créer des situations compliquées ou donner l'impression que finalement vous n'avez pas été sincère dans la démarche du contrôle de référence. Je referme cette parenthèse et j'en arrive au mail de candidature. Donc le mail de candidature, je vous ai dit, il faut y faire attention parce que c'est le premier contact que vous allez avoir avec le recruteur parce que c'est la première chose qu'il va lire. Il ouvre le mail, hop, il voit ce qui est écrit dans le message. Donc il faut faire ça bien et encore une fois, moi j'ai envie de vous dire, il faut essayer déjà tout de suite de marquer une différence avec les autres candidats. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce que les candidats écrivent, c'est bonjour ou madame, monsieur, je vous propose ma candidature pour tel poste. Vous trouverez mon CV, ma lettre de motivation en pièce jointe cordialement et la signature. Ok. Maintenant, comment faire pour que ce soit un petit peu différent? Essayez encore une fois, et je sais que c'est difficile parce que finalement c'est à chaque fois, mais de faire ressortir encore une fois votre motivation. Je dis encore une fois parce que je sais que vous l'aurez fait dans le CV, vous l'aurez fait dans la lettre, mais le recruteur il sait pas puisqu'il n'a pas encore lu votre CV, il n'a pas encore lu votre lettre. Donc essayez de juste en une phrase de marquer votre motivation ou marquer encore un élément
qui est fort dans votre candidature, par exemple, je sais pas, 10 années d'expérience ou 15 années d'expérience, ou votre vif intérêt pour tel type de mission, par exemple, ou tel type de public, si vous accompagnez du public, ou votre connaissance de ce secteur, ou vraiment tout ce qui peut faire ressortir un peu votre motivation, mais vraiment en une phrase, parce que le mail, c'est vraiment un format d'écriture qui est très court, et dire que vous tenez absolument à vous positionner sur telle offre, et puis vous mentionnez l'offre, donc l'intitulé du poste, et surtout pensez bien, s'il y a un numéro de référence, à rajouter le numéro de référence de l'offre. Ça, faut le faire dans l'objet du mail, également dans le mail, et aussi dans l'objet de votre lettre de motivation. Toujours la référence, parce que c'est ce qui va permettre de trouver, de faire le lien entre votre candidature et l'offre. Il y a des sites internet donc, qui mettent énormément d'offres d'emploi tous les jours, et pour le même métier. Donc, il faut bien ce numéro pour savoir vraiment identifier à quelle offre vous avez postulé. Et puis, il y a certains recruteurs qui utilisent ça déjà comme une présélection. C'est-à-dire, la première consigne qu'on vous donne, peut-être dans l'offre d'emploi, c'est postuler en mentionnant tel numéro de référence. Vous ne le faites pas, vous n'avez pas respecté la première consigne, hop, on passe à la candidature suivante. Je ne dis pas que c'est tous les recruteurs, mais il y a des recruteurs qui utilisent ça pour une présélection. Donc faites bien attention à ça. Ou quand on vous dit aussi adressez votre candidature à telle personne, ça veut dire que dans toute votre candidature, la lettre de motivation et le mail, vous écrivez directement à cette personne. Il n'y a plus de madame, monsieur, si vous savez à quelle personne vous devez adresser votre candidature. Elisabeth, t'as une main levée. Oui, bah oui. Oui, justement sur les références à indiquer, est-ce qu'on met le site? Parce que on peut trouver une même annonce sur, par exemple, l'APEC, sur Pôle emploi, sur d'autres. Donc, le numéro de référence va t'éviter ça. Parce que le numéro de référence, chaque site a, on va dire, une façon d'écrire ses numéros de référence. Tu vois, Pôle emploi, ça va être une certaine façon. L'APEC, c'est pas exactement la même chose. Ça peut être que des chiffres, ça peut être que des lettres, ça peut être une combinaison des deux, ça peut être avec des majuscules. Donc, oui, moi, je mais est-ce dirais, qu'il y a une stratégie à avoir sur le choix de référence? Est-ce que c'est mieux de mettre le site de l'APEC? Est-ce que ça a un impact ou est-ce que c'est Pôle emploi, peu importe? non. En fait, dis-toi que si le recruteur il met sur plusieurs sites, c'est pour augmenter la visibilité de son offre. Donc, si tu es à l'APEC, c'est que tu es cadre, mais c'est peut-être aussi que tu es suivi par Pôle emploi cadre, justement. Donc, non, te tracasse pas avec ça, parce que tu vas ajouter des informations, si tu mets par exemple le nom du site, qui n'ont pas de pertinence côté recruteur, et ça peut atténuer un peu la visibilité de tes arguments pertinents. Donc, il faut tout de suite que tes arguments pertinents soient visibles. Donc, pour le mail de candidature, encore quelques petits détails. Pensez bien à mettre votre CV et votre lettre de motivation au format PDF. Pourquoi? Parce que si vous le faites au format Word, .doc, .docx, ce que vous voulez, il se peut que quand le recruteur ouvre ça de son côté, la mise en page bouge, parce que peut-être il n'aura pas le même logiciel que vous, qui a un mode de compatibilité, et du coup, par exemple, des choses que vous avez mis à gauche, peut-être vont se retrouver à droite, et ça va complètement déstructurer votre mise en page. Donc ce sera pas pertinent pour vous, ça va pas, ça va rendre votre candidature soit illisible, soit pas belle déjà visuellement, et complètement déstructurée, comme je vous le disais. Donc PDF, comme ça fige vraiment votre texte, votre format, il y a rien qui bouge. Ah, j'ai reçu la question de Natacha. Concernant les références, faut-il les mentionner aussi sur notre CV? Moi, je le déconseille largement. Pourquoi? Parce que si tu mentionnes déjà tes références, les numéros de téléphone, tout ça, tu tends une grande perche au recruteur pour qu'il contacte les gens sans forcément te demander, même s'il n'a pas le droit. Il y a plein de recruteurs qui ne le feront pas. Je te dis pas que c'est tous qui ne le feront pas. Donc, ce que tu peux faire, ce que tout le monde peut faire, c'est, si tu veux appuyer sur le fait que tu as des références, que tu es prête à les donner, et c'est bien comme ça montre que tu es transparente, que d'autres personnes peuvent parler de toi et de ton parcours, eh bien, tu mets tout simplement dans ton CV, plutôt vers le bas, référence sur demande. Donc, ça veut dire, OK, si vous me demandez, j'ai déjà des références à vous communiquer. Mais tu mets pas ces informations-là sur ton CV. Alors, je dis ça, Natacha, en partant du principe que c'est une candidature en France. Je sais qu'il y a des pays, notamment en Afrique, où c'est plus que demandé de mentionner les références avec les noms, avec les numéros de téléphone sur la candidature. Bah là, si ça fait partie du process de recrutement, faites-le, il n'y a pas le choix, mais en tous les cas, en France, non, faites pas ça. Référence sur demande, point.
Et puis, bien sûr, il faut que tu aies les références à communiquer tout de suite. Par contre, si on te les demande, mais ça, ce sera après l'entretien. D'ailleurs, une fois que tu t'es entretenu avec le recruteur, là, oui, il peut te demander, prends-les avec toi à l'entretien, comme ça, tu peux lui transmettre tout de suite, ou tu peux lui dire, OK, je vous les transmets par mail dès que je rentre. Et tu lui transmets le plus vite possible. Une chose encore par rapport à ce mail de candidature, et j'en aurais fini avec ça, rappelez également, donc faites une signature signée à la fin de votre mail. Si vous voulez faire une signature automatique, si vous savez faire, faites-le. Sinon, il n'y a pas de nécessité. Mettez juste votre nom, votre prénom. Mais surtout, rajoutez votre numéro de téléphone. Je vous ai dit, le recruteur, il faut lui faire gagner du temps. Eh ben, c'est lui faire gagner du temps que de lui mettre tout de suite dans le mail votre numéro de téléphone. Comme ça, il n'aura pas besoin de retélécharger ou de réouvrir vos pièces jointes, de les rechercher s'il les a imprimés, ça s'est pas sorti à l'imprimante, il sait plus où il les a mis, ça vient vite, hein, ces petits détails-là. Et comme ça, tout de suite, il reprend votre mail et il retrouve votre numéro de téléphone, il vous appelle direct. Donc ça lui facilite, même si c'est que quelques secondes en apparence, pour le recruteur, ça peut vraiment avoir un impact important. Donc ça, c'est pour le mail de candidature. Ça veut dire qu'on a parlé du CV, la lettre de motivation du mail de candidature. Eh ben, on a fait le tour de cette candidature. Est-ce qu'il reste des questions par rapport à la candidature? La question de la relance, peut-être? La relance, oui, toujours prévoir des relances. Donc ça implique qu'il faut avoir une traçabilité de vos candidatures. Vraiment, moi, je vous conseille, quel que soit le support que vous utilisez, que ce soit une feuille papier, que ce soit sur ordi, que ce soit Word, que ce soit Excel, ce que vous voulez, mais notez à quelle date vous faites une candidature, à quel poste, dans quelle entreprise. Enregistrez l'offre d'emploi aussi, parce que comme ça, quand vous serez appelé pour un entretien et qu'il faudra retrouver l'offre d'emploi pour le préparer, bah, vous l'aurez déjà sur votre ordinateur, l'offre d'emploi. Et surtout, le risque, c'est qu'elle soit plus sur le site. Parce que quand les recruteurs arrêtent de recevoir des CV, ils enlèvent l'offre pour pas encore en recevoir et encore avoir des contacts avec les candidats inutilement. Et le fait de marquer à quelle date vous avez postulé, ça vous permettra de vous dire, ben, allez, si dans grand max, par exemple, 10 jours, j'ai pas de nouvelles, je me mets une alerte, dans 10 jours, j'appelle. Ou à peu près dans 10 jours. Moi, ce que je vous conseille, c'est, plutôt que de faire ça un petit peu tous les jours, c'est de vous dire, bah tiens, dans la semaine, je me prévois un jour où je vais faire toutes mes relances. Ou 2 jours si vraiment vous avez fait beaucoup de candidatures. Et comme ça vous permettra de vous concentrer là-dessus et puis d'améliorer votre discours, votre manière de procéder parce que vous allez faire encore et encore et encore. Et c'est beaucoup mieux de faire ça comme ça plutôt que de faire, tiens, une relance le lundi, une relance le mercredi, une relance la semaine d'après. Comme ça, vraiment, vous allez prendre le rythme, vous aurez une intonation qui sera plus posée, qui sera plus professionnelle, vous aurez un débit de parole et un contenu aussi qui sera beaucoup plus adapté et entraîné. Ce sera beaucoup mieux comme ça. Donc oui, des relances. Si vous n'avez pas de nouvelles, tout simplement de dire comment vous vous appelez, vous avez postulé à telle date, donc c'est important d'avoir la date, pour tel poste, rappelez le poste, parce que l'entreprise, elle peut recruter pour plein de postes différents en même temps. Et tout simplement, comme vous n'avez pas eu de retour, vous aimeriez savoir où en est l'étude de votre candidature, où en est le process de recrutement. Et comme ça, vous aurez des infos. Peut-être que le recrutement est toujours en cours, ça veut dire que la réception des candidatures est encore ouverte et que le recruteur, tout simplement, attend d'avoir reçu toutes les candidatures, peut-être, je ne sais pas, pendant 3 semaines ou pendant un mois, avant de les traiter, avant de recontacter les candidats. Parfois, c'est très rapide, les recrutements, et parfois, c'est très long. Moi, il n'y a pas longtemps, j'avais une candidate qui me disait qu'elle, au bout de 2 mois ou 3 mois, je ne sais plus, elle a reçu une réponse pour un entretien. Parfois, c'est très long. Le temps du recruteur n'est jamais celui du candidat. Vous, l'idéal, c'est que vous ayez une réponse positive le plus vite possible. Le côté recruteur, ça se passe pas forcément comme ça. Et puis, on va dire qu'il y a aussi des imprévus régulièrement côté recruteur. Et donc, même s'il vous dit, bah, à telle date, je vous réponds, ça arrive souvent que, bah non, à telle date, il vous a pas répondu, c'est la semaine d'après qu'il va vous répondre. Mais en tous les cas, la relance, ça vous permettra d'avoir un contact, d'avoir un peu plus de visibilité et de savoir, bah tiens, est-ce qu'il faut que j'attende encore peut-être 2 semaines avant que les CV soient étudiés ou est-ce que, bah non, pas de chance, le recrutement est terminé, un candidat a été recruté et donc, ben, je passe à autre chose, je compte plus sur cette offre-là. Même si c'est ça, même si forcément que c'est une déception, mais au moins vous savez que vous n'y pensez plus et vous n'attendez plus après cette entreprise-là et c'est toujours bien de savoir. Merci pour ta question. Du coup, Elisabeth, est-ce qu'il y a une autre question? Natacha, tu as une question? Non, tu juste la main levée. OK, ça marche. Eh ben, écoutez, moi, j'en ai fini avec la candidature.
j'ai fait le tour des questions au maximum. On a traité vraiment les différents éléments de la candidature. J'ai été vraiment super contente de vous apporter toutes ces infos et ces conseils. J'espère que ça a bien répondu à vos questions et que ça va vraiment vous donner de la matière et de la visibilité sur comment aborder la candidature avec encore plus de pertinence. Juste avant de vous laisser, moi je vous rappelle encore une chose aussi, c'est que finalement tout ce qu'on a abordé, j'ai des vidéos sur ma chaîne qui abordent ces différents points-là. Donc, ce que je vais faire, c'est pour que vous puissiez y accéder très rapidement sans chercher parmi les 200 vidéos qu'il y a déjà sur ma chaîne, je vais vous mettre les liens juste en dessous. Donc, vous pourrez reprendre certains points précisément et même aller encore plus loin que ce qu'on a pu dire dans cet échange. On a terminé. Donc, encore merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et puis, bon courage forcément pour vos candidatures et on se voit bientôt dans une prochaine vidéo.